Bienvenue sur le podcast Story Travaux. Aujourd'hui, j'accueille Victor Laura. Merci beaucoup, Victor, d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter rapidement ton parcours? Oui, alors il y a 2 parcours différents. Un premier parcours un peu, pro. Donc j'ai fait une école d'ingé, une école de commerce. Je suis allé dans les maths, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Je suis allé en banque d'investissement, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Et après j'ai bossé dans les startups pendant une dizaine d'années jusqu'à mes 32 ans. Et du coup, j'étais à la direction de boîtes, plus ou moins grosses, dont une qu'on a emmenée à 400 personnes. On a levé 100 millions et tout, un truc bien tech. Et en parallèle de ça, très vite, je me suis rendu compte que la vie qu'on nous promettait avec les salaires, même quand on gagne bien sa vie, parce que j'ai eu des métiers où on gagnait bien dès le début, je me suis dit, en fait, je vais pas avoir le moyen d'acheter un appart à Paris. Moi, je viens de Paris. Je vais pas avoir les moyens d'avoir la vie que je veux. Je me suis projeté un peu avec les personnes qui étaient plus âgées et je me suis dit, zut, cette vie-là, ça me va pas. Faut que je trouve un moyen de faire de l'argent. J'avais pas trop compris. J'ai commencé par l'IMO et au fur et à mesure, j'ai enchaîné les acquisitions immobilières, donc un petit peu tout, pour monter un parc à sa puissance maximum de 300 lots, donc vraiment beaucoup, beaucoup d'IMO. Et pour qu'on fasse un lien avec ton podcast, à des moments, je gérais 400 000 € de travaux par an, donc ça faisait vraiment beaucoup de chantiers. Et en parallèle de ça, j'ai pu racheter, revendre des boîtes et je suis allé plus sur le business de façon générale. Et sinon, ceux qui écoutent, j'ai écrit un livre il y a 3 ans maintenant qui s'appelle La retraite à 40 ans. C'est possible, qui fonctionne toujours et qui est vraiment d'actualité, d'autant plus aujourd'hui. Donc, qui explique comment faire une transition en fait pour réussir à avoir des revenus qui viennent finalement autre chose que de son travail. C'est incroyable. Ton parcours est assez dingue, je trouve. Je pense que tu fais partie de ces entrepreneurs en France qui ont tellement multiplié les projets. Je pense que pour certains, ça peut même donner un peu le vertige parce qu'on se dit c'est fou de gérer autant de projets en parallèle. Et justement, tu étais dans le monde, tu vois, des startups. Est-ce que tu as transposé des choses, des compétences, des apprentissages de ce monde-là vers l'immobilier? Ouais, alors j'ai transposé pas mal de choses, donc ça dépend de quelle génération de start-up on parle, mais il y a plusieurs trucs. Premier truc, alors on en parle assez souvent, mais c'est le mindset. Le mindset, c'est quoi pour moi? C'est sa faculté à regarder le monde qui nous entoure et vivre ce qu'on a pour toujours trouver des solutions et le voir de façon positive. Donc son mindset, c'est par exemple si aujourd'hui vous avez des problématiques de travaux, si aujourd'hui vous avez des problématiques avec des locataires qui vous payent pas, c'est de vous dire ok, j'ai 5 minutes par jour pour me plaindre, vous pouvez vous plaindre, mais ne pas cultiver cette énergie de la plainte pour tout de suite passer sur une énergie, ok, c'est quoi les solutions? Je vois mon émotionnel qui m'impacte, comment je fais pour surmonter ces épreuves-là? Donc il y a vraiment ce mindset qui est un growth mindset, on peut se former, on peut avancer, on peut trouver des solutions, d'ailleurs ce qui t'est arrivé aussi sur tes chantiers, et on progresse avec ça. Deuxième partie, c'est plutôt sur, il faut s'assurer, il y a beaucoup de données en fait qui sont accessibles aujourd'hui et il faut plus se lancer sans regarder les data et tout prouver. Ce que j'aime beaucoup dans l'IMO, c'est que 85% d'un deal IMO, il est fait avant le deal. Donc on peut aujourd'hui savoir quels sont les prix du marché, ce qui n'est pas possible dans certains endroits. Il y a des sites, on peut vérifier la tension locative à l'avance, on peut vérifier des devis travaux à l'avance. Donc avant de se projeter et de se lancer dans un projet à l'aveugle, on peut vérifier tout. Et surtout, on peut avoir des résultats très très rapides. L'IMO, on peut même aujourd'hui acheter des immeubles qui sont déjà loués et qui fonctionnent bien. Donc en fait, tout est là pour qu'on réussisse bien dans l'IMO. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour tout ce qui est start-up? C'est utiliser de nouveaux outils qui sont accessibles. Donc moi, j'ai beaucoup de colocations, j'ai des WhatsApp par colocation. On peut utiliser pas mal de choses à mettre en place et en pratique. Et je pense aussi l'ambition. Quand on est en start-up, ce qu'on va se dire, c'est on peut faire. L'objectif, c'est pas de faire un projet qui rapporte 10 000 €, quoi. On va essayer de se dire, ok, je peux multiplier, je peux en faire plusieurs et on peut monter au-dessus de ça en fonction de ce qu'on veut. Et oui, alors c'est comme ça que tu t'es dit à un moment donné, finalement, je veux scaler dans l'immobilier. Tu vois, c'est à partir de quel moment que tu t'es dit: «Je veux multiplier vraiment les projets d'investissement»? Parce que forcément, tu commences par un premier projet, un deuxième projet. Est-ce que dès le début, tu t'es dit: «Mon objectif, c'est d'avoir 300 lots»? Alors pas du tout. Au tout début, ce que je me suis dit, ok, les prix de Paris ils augmentent beaucoup. On était en 2010, ça avait déjà pris pas mal à Paris. Je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir habiter à Paris. En plus de ça, je m'étais dit, ok, comment je peux avoir de l'argent pour ma retraite un peu. Je me suis dit, bon, si t'achètes un appart à Paris déjà, t'auras stoppé l'évolution des prix. Donc, ok, même si ça continue à augmenter, au moins t'auras un appart. Et deuxièmement, je me suis dit, ok, t'achètes un appart, tu peux louer 1 000 € par mois. Donc, à l'époque, ouais, c'est dans les 1 000 € par mois. Tu peux louer 1 000 € par mois, t'auras 1 000 € par mois pour ta retraite. Le vrai sujet de fond que j'avais, c'était quand même de me dire comment je fais pour le plus rapidement possible ne plus avoir à dépendre d'un taf. Donc ça a été très important pour moi. Alors c'est un peu particulier, mais moi j'aime faire des choses où c'est très intense.
Mais la problématique des jobs qui sont très intenses, ou même quand on est entrepreneur, en fait, c'est très intense, c'est qu'il y a des moments où c'est un peu trop intense. Il y a des moments où moi, j'aime prendre des risques. Prendre des risques, on l'oublie, mais il y a la notion de perte. Et donc, quand je perds de l'argent, il faut quand même que j'ai un coussin. Et je me suis dit, il faut que j'ai ce coussin-là qui remplace ce que je gagne tous les mois. Du coup, ce coussin, à l'époque, je sais pas, c'était 4 000 € par mois que j'ai atteint quand j'avais 30 ans. Et je me suis dit, bon, j'avais fait mes premiers invests à Paris qui étaient en cash flow négatif. J'avais acheté 2 appartes. Du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'est que mes loyers encaissés, moins le remboursement de mon emprunt, moins les charges, j'étais à moins 500 peut-être par appart. Et là, je me suis dit, ça marche pas. Donc là, je me suis dit, comment je peux faire? Et donc, j'ai regardé d'autres types d'investissements que je pouvais réaliser. Moi, je suis vraiment parisien, donc sortir de Paris, je connaissais pas trop. L'immobilier, je connaissais pas du tout, un petit peu, parce que mon père, il avait des chantiers. On avait transformé la maison de mes grands-parents dans l'Est. Et en fait, là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai acheté un premier immeuble à Troyes, à l'époque, et je faisais du 300 à 400 € de cash flow. Et je me suis dit, si j'en fais 10, j'ai 3 000 €. Donc, en fait, et il y avait 2 appartes dans cet immeuble, tu vois. Et là, je me suis dit, il m'en faut 10. Et du coup, j'ai continué à avancer. Et au fur et à mesure, je me suis dit, faut que j'augmente. Et il y a eu une autre transition dans ma vie. À un moment, quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, je vais peut-être faire du coaching en IMO. Pourquoi pas, pour passer sur du business. Et là, je me suis dit, à l'époque, je crois que j'avais 50 lots, ou entre 50 et 100. Et là, je me suis dit, mais 50, 100 lots, c'est que dalle. T'as pas la légitimité pour faire du coaching en IMO. Le mec qui a rien compris. Et là, je suis rentré dans une boulimie. J'ai acheté je sais pas combien d'immeubles un peu partout. Et je me suis retrouvé avec d'autres problèmes d'ailleurs. Et je me suis retrouvé avec un gros parc immobilier, en très grande majorité en propre, quelques-uns en sous-location quand même. J'ai testé aussi les différents mécanismes, parce qu'à chaque fois, on pense que l'herbe est plus verte à côté. Et malheureusement, il faut tester plein de choses pour se rendre compte de ce qui marche. Aujourd'hui, je ne referai pas du tout la même chose, mais en tout cas, j'avais pas du tout un objectif d'avoir autant de lots. D'ailleurs, là, j'en ai vendu. J'avais pas un objectif d'avoir que de l'immobilier. D'ailleurs, la rémunération principale que j'ai aujourd'hui, alors c'est un peu bizarre, mais à 50%, entre 50 et 60%, c'est l'IMO. Ça dépend comment on le voit, parce qu'il y a les cash flows, le remboursement du capital et tout. Et le reste, c'est principalement la bourse. Puis j'ai mes activités aussi business. Donc, en fait, l'IMO, faut voir où ça s'inscrit dedans. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire que tu es monté jusqu'à 300 lots. Tu vois, moi, avec mes petits projets où au final, j'ai clairement que quelques lots au final, et je me dis c'est déjà du boulot, tu vois, c'est déjà de la gestion. Comment on gère la maintenance d'un parc de 300 lots? Parce que bon, tu le disais, tu referais peut-être différemment, donc je sais pas si c'est un lien, mais tu vois, comment tu gères justement les problématiques au niveau des immeubles? On le sait très bien, il y a toujours un truc à faire. Un immeuble, quand on l'achète et que c'est de l'ancien, c'est pas du neuf, donc c'est rare d'acheter un immeuble et que t'aies une toiture neuve, une façade qui vient d'être avalée, l'intérieur des apparts nickel. Donc comment justement toi tu gères ça? Est-ce que tu as fini par le déléguer, par l'internaliser? Alors, j'ai eu plusieurs phases. Je suis monté à 50 lots où je gérais en direct. Alors, quand on commence à utiliser cette énergie, je vous en supplie, quand on commence, on est un petit peu passionné par tout. Donc, on a de l'énergie, et puis quand on commence, gagner 300 € de plus ou 500 € de plus, c'est énorme en fait. Parce qu'on est habitué à avoir des revenus qui viennent de son travail, qui peut être plus ou moins dur. Et là, on commence à se rendre compte que si on fait les choses à peu près bien, un appartement supplémentaire, c'est même pas 1 heure par mois de gestion. Il y a des moments où il y a besoin de plus de gestion, puis il y a des apparts qui sont plus problématiques. Mais en tout cas, quand on commence, on a cette énergie, on se dit, mais attends, en fait, c'est génial. En fait, quand on a compris comment ça marche au début, on a beaucoup d'énergie, sauf si on commence par des projets qui sont vraiment intensifs. Quoique, mon premier immeuble, j'ai eu plein de problèmes dessus aussi en travaux d'ailleurs. Mais en tout cas, on enclenche ça et on a une telle énergie qui vient en tout cas pour moi, c'était, je peux pas rester, de toute façon, j'ai pas le choix, je peux pas rester dans ma situation actuelle. Ce qu'on me demande, c'est trop. Ce qu'on me propose à gagner, c'est pas assez. Donc, en fait, j'étais obligé d'aller dans des jobs où on me demandait encore plus, mais pour potentiellement que je puisse gagner plus. Donc, j'étais là, il faut une solution. Première étape, j'en ai géré beaucoup en direct. Dans ces appartements que j'avais en direct, j'avais peu de problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des immeubles que j'avais retapés moi-même. Donc finalement, j'avais la conformité du bâtiment, et c'était des appartements que j'avais aussi retapés. Donc j'avais tout à chaque fois, j'avais pas encore acheté d'anciens déjà exploités. Et même après, j'ai commencé à acheter des immeubles assez récents. Donc j'avais pas ces problématiques. Là où c'est devenu plus dur, c'est l'étape d'après. Quand j'ai beaucoup grossi, j'ai acheté pas mal d'immeubles qui étaient vieillissants. Et alors là, attention, c'est généralement... Alors, moi, j'aime bien acheter des immeubles qui sont déjà loués, parce qu'on a une rentabilité directe, mais par contre, on ne sait
pas vraiment dans quel état est l'immeuble. Et la problématique, c'est quand il y a du turnover et qu'on se dit, tiens, je vais rénover un peu un appart, puis après un autre. Bah là, c'est un peu compliqué parce qu'on se rend compte que déjà, c'est très compliqué de gérer les travaux, de faire un appart par un appart. Là, ça demande beaucoup de structure par rapport à ce que tu disais, etc. Donc, comment je me suis évolué? Au fur et à mesure, à un moment, j'ai constitué mes propres équipes en interne. Donc, j'avais 3 personnes qui bossaient pour moi. Il faut vraiment se rendre compte à ce volume de biens immobiliers, en fait, on a de quoi occuper quelqu'un quasiment à plein temps. Il faut vraiment se dire, voilà, c'est 1 ou 2 plein temps. Et cette équipe-là, finalement, je voulais faire tout un projet, ça n'a pas fonctionné, donc je me suis séparé de ces équipes. Et aujourd'hui, quasiment tout est en gestion, à part les biens que j'ai, à part quelques biens, d'ailleurs, à part à peu près 50, entre 50 et 100 que j'ai toujours moi en direct. Je les ai en direct, mais c'est plus facile. Il y a pas mal de bureaux, donc c'est un peu différent. Et j'ai pas mal d'appartements qui sont en Île-de-France, donc c'est pas loin. Et c'est encore une fois ceux où j'ai pu faire les travaux moi-même, donc il n'y a pas trop de problématiques normalement. Quoique, il se passe pas un mois sans que j'ai un dégât des eaux, il se passe pas un mois sans que j'ai une machine à laver qui tombe en panne, il se passe pas un mois sans que j'ai des cafards ou je sais pas quoi. Des cafards. Cafards, moi j'ai eu cafard, plus de lits, j'ai plein de trucs. Donc voilà, après on apprend sur le terrain. Donc, en termes de gestion, c'est pas mal. J'ai fait des calculs où je crois que un appartement, c'était 1% de charge mentale, entre 1 et 4% de charge mentale. La charge mentale, pour moi, charge mentale étant, c'est-à-dire que quand vous travaillez en temps plein, vous êtes à 100% de charge mentale. Donc, si vous faites du 35 heures, du 60 heures par semaine, bref, vous êtes à 100%. Et un appart, du coup, c'est entre 1 et 4%, en fonction de la phase où vous en êtes. Du coup, multiplié par le nombre d'apparts que vous avez le temps supplémentaire qu'il vous faut pour gérer tout ça. Eh oui, c'est vrai que ça, il faut l'avoir en tête. Après, je pense que effectivement, ton passif et ton expérience en start-up, en direction de start-up, et cetera, forcément, il y a le côté aussi organisationnel, mise en place de systèmes, automatisation, process, et cetera, qui, je pense, t'a aidé à te développer autant. Parce que j'imagine que, tu vois, ça doit arriver certaines personnes qui développent leur patrimoine et qui, à un moment donné, sont un peu dépassées finalement par rapport à tout ce qu'elles ont besoin de mettre en place. Sachant que toi, tu le disais, tu ne fais pas que de l'IMO en plus. Tu as de la gestion business à côté, tu as plusieurs activités. Et donc, effectivement, on en voit certains, je trouve, qui mettent en place un petit peu, comme tu disais, des équipes. Mais bon, là encore, tu gères de l'humain. Au moins, quand tu délègues la gestion, tu peux compter sur quelqu'un d'autre pour gérer justement toutes ces problématiques-là. Après, comme d'habitude, je pense qu'il faut toujours être un minimum impliqué. Et j'imagine que cette gestion-là, tu jettes un œil quand même de temps en temps. En fait, il y a pas de secret. Quelqu'un qui va vous dire, je sais pas, il a une 50aine de lots et qu'il a tout automatisé, tout est hyper bien géré, etc. Ça n'existe pas pour moi. En fait, c'est que des conneries. En fait, on va vous dire ça pour vous dire que oui, c'est possible, mais en réalité, non. En fait, je vois autour de moi des gens qui ont beaucoup de lots. Je pense que dans un premier temps, il faut choisir quel est son combat. Je pense que son premier combat, on a quand même besoin d'une taille critique en termes de lot. C'est un premier combat, c'est de réussir à faire, ça dépend de ce qu'on veut. Mais en tout cas, moi, je vois l'immobilier, il y a certains assets que j'ai en immobilier, c'est de l'affectif. Donc, je me dis, OK, j'ai 5 appartements à Paris. Je me dis, OK, j'ai les joyaux de la Couronne à Paris. Bon, attention, dans certains quartiers, on en parlait, ça a quand même perdu 16% par rapport au plus haut, même 18%. Mais je me dis que j'ai ces assets-là qui sont intéressants, que je peux léguer à mes enfants, qui ont de la valeur. Pour les banques, c'est facile de réemprunter dessus. Bref, ça a beaucoup d'intérêt d'avoir ça. Après, il y a la stratégie de se dire, OK, je veux du cash flow. C'est-à-dire, très rapidement, et je pense que tout le monde devrait faire ça, c'est remplacer ses revenus du travail par du cash flow. Et l'immobilier, on peut aller assez vite. Sur certains immeubles, certaines colocations, on peut faire du 1 000 € de cash flow par mois. On en fait 3, on remplace un salaire. On en fait 2, ça dépend de son niveau de vie. On en fait 2 et on peut vivre de ça. Donc ça, c'est important. Et à un moment, c'est assez dur de le concevoir parce que ça vient avec l'expérience, mais moi, j'ai des immeubles. Pour moi, c'est même plus des immeubles, c'est des actifs financiers. C'est-à-dire que je les regarde. Il faut quand même rester terre à terre pour comprendre les problématiques d'un immeuble, mais pour moi, que je l'ai ou je l'ai pas, ça m'impacte plus du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à un stade où c'est très dur pour moi de revendre mes premiers apparts et mes premiers business. Mais aujourd'hui, je le vois comme des actifs et je regarde combien ça me rapporte, combien de temps ça me prend et quelle est mon opportunité du moment. Et en fait, l'immobilier, pour beaucoup d'entre nous, on passe là-dessus parce qu'on ne sait pas faire de business. En fait, il y a un moment, à chaque moment de votre vie, c'est vous dire, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie et quel est le moyen le plus rapide pour l'atteindre. Et globalement, l'IMO, pour beaucoup d'entre nous, même encore aujourd'hui, c'est ce qui permet d'enclencher la machine et de découvrir, par exemple, toi, pour créer le podcast, etc. C'est ce qui nous permet d'avancer. Et après, en termes de gestion,
ceux qui sont beaucoup plus avancés que moi ou à peu près, oui, beaucoup plus avancés, donc des gens qui ont 600 millions par exemple d'IMO, etc. Ce qu'ils vont faire, c'est avoir les moyens aussi de recruter une personne qui va s'occuper de l'IMO, mais qui va être comme un associé. Donc une personne qui va être un gestionnaire d'assets et qui va être très bon pour valoriser les assets. Donc une première phase, ça peut être de démultiplier ces investissements pour avoir une enveloppe assez suffisante, donc 500 000, 1 million, 10 millions. Et une fois que vous avez ça, vous avez assez de cash flow, assez de patrimoine pour donner ça en gestion à quelqu'un qui va peut-être faire des transitions, comme ce que tu as pu faire sur ton immeuble, où on se dit, j'avais prévu de faire de la location longue durée, finalement je vais la passer en courte durée et je suis prêt à faire l'effort. Moi, il y a plein d'actifs que j'ai que je pourrais mettre en location courte durée pour les optimiser, je le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me peut être, je pourrais pas, en fait, d'un point de vue gestion. Et aujourd'hui, concrètement, sur la gestion de mes biens, alors, moi, j'avais des entreprises avec les personnes, donc j'ai à peu près 50%, c'est quand même des bureaux pour des écoles, etc. Donc, ça se gère de façon différemment. Et j'avais des salariés. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'avais des activités dans l'immobilier, etc. Donc, tout était un petit peu mixé. Donc, finalement, j'avais des gens qui étaient quand même responsables de certaines choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi qu'il arrive, et vous le voyez si vous côtoyez des personnes qui sont un peu âgées autour de vous et qui ont hérité, elles s'occupent toujours de leurs immeubles. Elles sont toujours là avec un petit cahier en disant non, mais attention, ça on fait attention, ça on fait attention. Et en fait, c'est pas parce que, en fait, leur façon d'être aujourd'hui, c'est ce que vous devez devenir. Si vous n'êtes pas là à dire à vos locataires ça on fait attention, ça on fait pas, et à cadrer un peu les gens et même être un peu chiant, ça va péter. Ça va péter parce que l'immobilier, vous devez cadrer des gens, vous devez cadrer, vous savez qu'un mur, une petite fissure, un petit truc, ça vous coûte 500 € à refaire. Alors, parce que vous êtes obligé de refaire du coup toute la chambre parce que sinon ça va être pas de la même couleur. Et en gros, tout ça, il faut être dans un état où il faut être en capacité de se battre et avoir l'énergie. Et la question qui vient à la suite de ça, c'est à terme, est-ce que je lèguerai de l'IMO à mes enfants ? À part un appart à Paris qui facile à utiliser. Il y a certains biens où je fais du cash flow dedans. Je pense pas. Tu vois, je pense que je les vendrai avant. Je pense que je le ferai différemment, tu vois. Mais il y a des choses, par exemple, un immeuble de rendement, même s'il rapporte 1 000, 2 000 € par mois, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui vont... voilà, il faut être présent, quoi. Il faut être présent, même si c'est en gestion, il faut répondre. Et puis, de temps en temps, il faut faire des arbitrages. Puis, il faut s'endurcir aussi quand on a des litiges avec des gens, etc. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que souvent, on voit beaucoup de choses passer sur les réseaux sociaux. L'immobilier, c'est pas du 100% passif. Alors, bien sûr, quand tu fais de la longue durée, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de sujet, etc., potentiellement, tu peux être tranquille pendant une certaine période. Mais comme tu dis, tu es obligé de t'impliquer un minimum. C'est comme, moi je le dis sur les chantiers, on peut pas avoir un chantier de 1 an et passer une tête tous les 3 mois, c'est pas possible. Alors bien sûr qu'on peut mettre en place des équipes, etc., mais à un moment donné, tu es obligé de t'impliquer aussi parce que les prestataires en face, que ce soit les agents immobiliers, que ce soit les artisans, etc., ils ont besoin de voir aussi que le client il se soucie de ses chantiers et de ses projets. Il y a besoin d'un patron. En fait, c'est marrant, une fois j'étais sur BFM, je crois, ou je sais plus quoi, il y avait en face de moi une fille très sympa, marxiste au pas possible, qui expliquait que les patrons servaient à rien. En fait, il y a un truc, c'est pas forcément un patron, mais c'est un porteur de projet. Il y a un moment, quand on est dans les startups, dans les boîtes, il y a le fameux A qui est accountable pour le projet. Et il faut toujours qu'il y ait une personne qui soit en charge de s'assurer que l'objectif du projet, d'ailleurs, on l'ait compris. Donc, si c'est sortir un immeuble avec un budget et le louer et faire que ça marche et qu'on a 3 mois ou 1 an pour le sortir, il faut qu'il y ait ça. Et deuxièmement, il faut être impliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous allez sur un chantier, par rapport aux plans, même si vous avez fait des plans d'archi, généralement on les fait pas, mais si vous avez des plans d'archi, il est censé avoir 2 prises à un endroit, puis finalement vous enlevez les murs, et puis je sais pas quoi, on peut pas mettre 2 prises à cet endroit-là parce que l'archi s'est un peu planté, en fait, avec la lumière, machin, la fenêtre, ou je sais pas quoi, ça passe pas. Il faut que vous soyez là pour dire, ok, les prises on les met pas là, on les met là, il faut mettre de l'énergie. Il y a rien de pire qu'une boîte où il y a pas de stratégie, il y a pas de patron, et il n'y a personne pour donner la direction. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des boîtes s'effondrent. Vous prenez dans les jeux vidéo, par exemple, avec tout ce qui a été fait avec la Xbox, ils ont racheté Electronic Arts, ils avaient tout... Personne ne savait réellement où ils allaient. Ils ont burné des milliards. Et ils ont sacrifié des boîtes, ils ont sacrifié des beaux projets, et ça ne marche plus. Et vous, c'est pareil. S'il n'y a pas de patron pour s'assurer que vos biens ils tournent bien, si vous appelez pas vos agences pour dire écoute, on en est où aujourd'hui, envoie-moi les photos, et vous ne vérifiez pas les photos, la personne de l'agence va se dire ah tiens, en fait ça va, le mec il est tranquille, bon il y a un petit truc sur la table mais c'est pas grave, ah tiens le mec il fait un peu chier pour le constat, on fait pas, etc. Non, il faut que vous soyez patron de votre vie et il faut que vous mettiez l'énergie. Si vous n'êtes pas là, et surtout sur les chantiers, moi sur les chantiers c'est pas compliqué, à 6h du mat j'y suis avec les gars.
En fonction d'où ils viennent, ça dépend culturellement. Il y a petit café du matin, je suis avec eux, je discute avec eux. Il y a plein de trucs que je maîtrise pas, donc je vais pas leur dire machin, mais je suis là, je vois avec eux, je leur demande, j'échange avec eux, et je fais ça surtout au début. Si vous mettez pas, c'est comme dans une relation amoureuse, vous mettez pas vos règles, vos boundaries au début, mais vous êtes foutus. Les mecs vont vous marcher dessus, les agents immobiliers vont vous marcher dessus, l'État va vous marcher dessus, tout le monde va vous marcher dessus. Hein, donc faut être présent. Et pour revenir dessus, faut quand même se dire que le ratio par rapport à, vous êtes limité d'un point de vue salaire par rapport à ce que vous faites. Et encore une fois, vous achetez 3 appartements ou 3 immeubles, vous remplacez votre salaire. Et ce dont je parlais, donc ça dépend combien vous avez d'appartements par immeuble, mais si vous le faites par appartement et que vous en achetez 3, si on reprend les calculs en pire des cas, c'est 4% de charge mentale, vous avez 12% de charge mentale. C'est-à-dire que vous remplacez un job 100%, par 12%, vous venez de faire un x10 sur votre capacité à créer de la valeur. Donc ça, c'est hyper intéressant, mais c'est jamais passif. Et si vous avez peur de prendre des responsabilités, bonne chance, parce que je sais pas comment vous allez pouvoir vous développer. Bon, il y a d'autres façons, mais l'IMO, c'est des responsabilités, c'est des crédits, c'est des familles derrière, c'est des chantiers, c'est des lois qui changent. Donc il y a besoin quand même de devenir adulte, quoi. Et oui, c'est sûr. Et de toute façon, on n'a jamais rien sans rien à un moment donné. Et c'est vrai que tu le disais bien, mais il faut être prêt à prendre des risques dans la vie. De toute façon, le fait de vivre, de traverser, tu vois, un passage piéton à un moment donné, je prends aussi un risque. Donc après, il faut voir ça, la jauge qu'on a et l'appétence au risque qu'on a. Mais c'est vrai que si on veut faire des choses, si on veut développer un minimum son patrimoine, bah, c'est sûr qu'on va devoir prendre des risques. Et après, voilà, on apprend au fur et à mesure des projets. Et justement, par rapport à tout ça, tu le disais, si tu recommençais aujourd'hui, tu ferais différemment. Qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Ce que je ferais aujourd'hui, je regarderais. Alors, moi, ce que j'ai fait pour qu'on se rende un peu bien compte, j'ai une vingtaine, trentaine de lots dans le sud, donc vers Montpellier, vers l'Espagne, etc. J'en ai dans l'est, vers Metz, vers la Suisse. J'en ai dans le nord, dans l'Oise, etc. J'en ai à Paris. Voilà, grosso modo, sont tous mes actifs. Si je dois faire un tour de mes... Disons qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un tour de tous mes biens immo, il me faut plus d'une semaine pour juste aller faire le tour de tous les biens immo, c'est un enfer. J'ai du coup des équipes. En fait, je paye des impôts. Les impôts, c'est départemental. Donc, je paye des impôts à chaque endroit. Donc, j'ai des interlocuteurs des impôts qui sont différents. Donc, après, ils m'appellent, etc. Ils pensent que j'ai qu'un immeuble dans leur coin, alors que pas du tout. Donc, c'est un enfer à gérer. Les artisans, c'est un enfer. C'est-à-dire que je dois avoir des artisans. Là, j'ai un plancher à refaire. Il faut que je trouve un artisan dans le coin. J'ai en locatif. C'est-à-dire que j'ai pas les mêmes types de biens. Donc, je vais avoir des bureaux, je vais avoir des colocations, je vais avoir du Airbnb, je vais avoir de la location longue durée, je vais avoir des appartements où je vais avoir des petits studios avec des grands trucs de 90 mètres carrés. C'est pas du tout la même façon. Donc, en fait, moi, je pensais que l'immobilier, naïvement, je me disais, OK, l'IMO, c'est l'IMO, tu vois. Et tout fonctionne pareil. Et puis, je vais pouvoir avoir de la synergie, je sais pas quoi. Tu vois, je repense à quand on faisait des études strat, on dit voilà, il y a la synergie entre 2 boîtes et tout. J'ai envie de te dire, mais mec, déjà, faut comprendre que la synergie, c'est pas ça. C'est à un moment, il faut que les trucs fonctionnent vraiment ensemble. Donc, moi, ce que je ferais aujourd'hui, je prendrais un type d'actif, un seul, et je le poncerais. Et je verrais beaucoup plus grand. Donc, par exemple, moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est des colocs. Alors, attention, ça fonctionne différemment par rapport aux internet. Donc, tu prends des grands appartements, tu divises, ou des maisons et tu divises, tu loues à la chambre. Et en fait, en regardant ça aujourd'hui, je me dis, OK, je me spécialise sur une zone. Et au lieu de me dire tout de suite, je vais faire un invest et puis après, écoute, c'est 200 000 euros, donc je vais aller dans un autre endroit parce que je vais diversifier mon risque et tout. Moi, je dirais que nenni. Je ferais 10 invests où je monterais à 1 million dans une zone spécifique avec un seul type d'investissement spécifique. Parce que passer d'une expertise immeuble à une expertise colocation, à une expertise Airbnb, à une expertise locaux commerciaux, mais pas du tout la même chose. Mais en fait, OK, il y a des histoires de cloison si on veut en travaux, mais même les travaux, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que, c'est sûr. Voilà, moi, quand je fais mes travaux, j'ai fait beaucoup de locaux commerciaux. Du coup, c'est pas du tout les mêmes règles. C'est normalement beaucoup plus évolué en fonction de ce que vous faites que les travaux de l'habitation. Et c'est une expertise différente, c'est des règles différentes. Donc, c'est trop compliqué intellectuellement. Je pense que le challenge de tout le monde, c'est de se dire, OK, c'est sympa intellectuellement, mais fais surtout un truc qui te fait gagner de l'argent et qui te simplifie la vie. Parce qu'en IMO, si tu veux vraiment gagner, c'est pas un appart, enfin après ça dépend de votre objectif, mais c'est pas un appart à 200 000 balles qui va te permettre de vivre. Donc il va falloir que tu en fasses 4. Donc essaie on fait la même chose, quoi. On multiplie le même concept 4 fois, ça te coûtera beaucoup moins d'énergie que de faire un peu d'Airbnb, un peu de machin, etc.
Oui, c'est ça, c'est effectivement de dupliquer un concept, qui marche, qui te plaît et qui fonctionne et en fait, ça te permet d'être très, très bon dans ta stratégie, dans ton expertise. C'est vrai que, tu vois, nous, aujourd'hui, on aime bien faire la location saisonnière. Moi, j'aime beaucoup, la décoration des appartements, j'aime beaucoup recevoir, voilà, des voyageurs, l'appréciation du voyageur et cetera. Travailler cette expérience, client et je pense qu'effectivement, si je refais de l'habitation, bah, j'ai envie potentiellement de refaire aussi, la location saisonnière. Je suis pas sûre que j'ai envie de me lancer, tu vois, plus dans la longue durée. Après, sûr que location saisonnière, on est plus sur du business que de l'investissement locatif, pur et dur, je trouve. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, une fois que tu as trouvé, un peu ton truc, bah, l'idée, c'est effectivement de dupliquer parce que sinon, il faut essayer d'être expert finalement dans tous les modes de location différents, les modes de projet différents et finalement, bah, c'est difficile d'être, hyper bon, partout. C'est hyper dur. Et moi, dans ton cas, par exemple, on parlait, ça t'intéressait les locaux commerciaux, pourquoi pas, mais si tu as réussi à faire du Airbnb qui marche bien, refais ça. Te pose même pas la question. En fait, refais-le jusqu'à atteindre un montant qui est significatif pour toi en termes de cash flow ou en termes de montant d'investissement. Mais moi, je serais toi, je ferais ça. Il faut quand même se dire qu'une expertise, il y a non seulement la capacité, et ça on le voit dans l'informatique ou dans l'IA, là, ça se voit beaucoup aujourd'hui, tu as la difficulté de faire l'acquisition de ton expertise, et après, il faut maintenir cette expertise validée. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que tout évolue. Donc la construction, ça évolue, les règles évoluent, les prix des mètres carrés évoluent. Par exemple, on en parlait aussi, moi, où j'ai fait mes premiers investissements, aujourd'hui, on ne peut plus les faire. C'est devenu trop cher. Donc j'ai acheté mon premier immeuble à 3, impossible de refaire le même rendement aujourd'hui. Du coup, il faut changer d'endroit. Donc il faut se rendre compte à la zone, comment ça se passe. Et puis après, des sujets que tu as abordés sur ton podcast, en fonction de là où on achète, il y a quand même, par exemple, dans le nord, vers la mérule, dans le sud, vers les termites. Donc il faut développer à chaque fois cette nouvelle expertise et on se rend pas compte. En fait, moi, je me rends compte aujourd'hui parce que non seulement j'ai dû faire l'acquisition de pas mal de compétences et j'ai énormément de trous dans ma raquette. Et en plus de ça, aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut que je reste en alerte sur tous les niveaux. Donc là, il y a de plus en plus de permis de louer, donc il faut être en alerte dessus. Il y a des contacts différents à avoir en fonction des régions, etc. Et tout ça, ça coûte excessivement, ça coûte très très cher. Et au lieu de perdre cette énergie à maintenir tes compétences, etc., si tu es que dans une zone, oui, tu as un risque. On parle beaucoup de diversification, mais là, on n'en est pas. C'est comme quand on commence l'investissement, tu as 10 000 euros sur ton compte bancaire aujourd'hui, ça dépend de quel est ton objectif. Si ton objectif, c'est de garantir que tes 10 000 euros bougeront pas, bah, laisse-les dans un livret A, tant pis, l'inflation va te cagnoter. Mais si tu as envie d'avancer, bah, c'est pas 10 000 euros en diversifiant tes 10 000 euros que tu vas y arriver. C'est pas ça, il faut avoir des stratégies beaucoup plus agressives. Et quand on commence l'IMO, il vaut mieux se planter en allant très fortement dans un endroit, même si le risque est assez faible, que de commencer à faire plein de trucs un peu à droite à gauche et finalement de ne pas atteindre son objectif. Ça dépend vraiment, en fait, on est guidé par son objectif. Et après, il faut voir la prise de risque qui est nécessaire pour y arriver si on est OK avec ça. Ouais, c'est sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que, bah, cette prise de risque, après on accepte de la prendre sur, telle typologie de projet. Je pense qu'aujourd'hui pour, créer du rendement, bah, sur un investissement immobilier, on a toujours plusieurs, manières de le faire. Toi, au niveau des projets sur lesquels tu te concentres aujourd'hui, c'est quelle typologie de projet justement? Est-ce que tu continues d'acheter des immeubles de rapport ou, des apparts? Est-ce que tu vois justement, il y a une typologie de location que tu préfères, mettre en œuvre? Ouais, alors aujourd'hui, je vais parler à 2 échelles différentes. Il y a un type de bien que j'aime bien en ce moment, c'est plutôt les colocations. Donc je fais des colocs en zone très tendue, donc proche Île-de-France, Nice, Montpellier. Attention à l'encadrement des loyers. Je vais avoir des 80 mètres carrés. Généralement, aujourd'hui, je ne fais plus de salon, donc je fais full chambre. Avant, sur les premières colocs que j'effectuais, j'étais un des premiers à faire des colocs, ça n'existait pas. On mettait des salons, etc. Sauf qu'aujourd'hui, l'esprit a changé. Full coloc, et j'essaye de faire du 1 000 euros de cash flow après tout remboursement, sachant que j'ai tout emprunté, pour 250 000 euros d'invest. Donc ça, c'est pour moi machine à cash que je peux répéter. J'ai du mal en fait à avoir une rentabilité supérieure même en mettant plus d'argent. En fait, il y a un truc qui est bizarre dans l'immobilier, c'est pas parce que tu as 500 000 euros aujourd'hui que tu vas avoir un truc qui te rapporte plus en achetant un truc plus cher. C'est généralement ce qui se passe sur les immeubles. Si on est dans les 500 000, 700 000 euros, on peut bien négocier certains immeubles. Attention, on est, mais si on est, par exemple, j'allais vous donner une ville que j'ai oubliée, mais il y a une ville très intéressante où il y a Sciences Po Paris, mais c'est pas Sciences Po Paris. Bref, il y a des villes où en fait pour 700 000 euros, vous êtes le king, vous pouvez tout acheter. Vous pouvez très bien négocier.
Vous pouvez négocier du 20-30% sur le prix parce qu'il y a peu d'acheteurs. C'est très bien. Attention, quand vous allez revendre, il y aura peu d'acheteurs aussi de votre côté. Mais ces immeubles-là, je le fais moins. Pourquoi ? Parce qu'on va s'éloigner un petit peu. Moi, j'aime bien être dans des zones très tendues où, quoi qu'il arrive, je peux revendre soit à des investisseurs, soit à des familles. Et je sais que ça va tout le temps être loué et je sais que je peux faire beaucoup de cash flow. Ça m'intéresse beaucoup et je pense qu'il faut commencer par là. Ça demande un petit peu d'effort. On ne sera pas dans Paris Centre, mais on ne sera pas loin. Donc ça, c'est très intéressant. Et sinon, de l'autre côté, là, je monte plutôt des programmes. Donc là, je deviens plutôt intermédiaire. Donc ça dépend comment je me situe. Mais là, je suis sur un hôtel. Donc là, on est sur des projets plus gros. Hôtel, donc on est sur une séparation de l'usufruit et de la nue propriété. Donc en gros, j'achète l'hôtel, je vais construire des appart-hôtels à côté. Sur la séparation, ça veut dire qu'un bien en tant que tel, vous avez les flux d'un côté et de l'autre côté, vous avez le bien. Les flux, c'est l'usufruit, la nue propriété, c'est les murs. Et je vais faire une séparation, je vais revendre à des personnes, etc. pour faire du gros rendement ou du rendement qui est intéressant, mais surtout sur des gros montants. Une des grosses problématiques qu'on se pose à un moment, c'est OK, vous gagnez 10% sur 10 000 euros, ça vous fait 1 000 euros à l'année, c'est super, mais 1 000 euros, ça change pas votre vie. Vous faites 10% sur 10 millions d'euros, là, tout de suite, c'est impactant. Donc, en fait, à un moment, plus on avance, plus il y a cette notion quand même d'échelle, on peut aller sur des projets comme ça. Donc, pour faire simple, fort cash flow en Ile-de-France ou dans des régions à beaucoup de tensions locatives. Un peu moins d'immeubles, parce que je trouve ça, j'aime bien, mais je trouve ça un peu plus... ça dépend ce qu'on veut faire. Ça dépend concrètement. On peut avoir des beaux parcs, mais souvent plus dur à vendre aussi. Plus facile à négocier, mais bon, un peu moins. Et sinon, essayer de monter des gros projets. Le Airbnb, j'aime beaucoup, mais beaucoup d'évolution sur le Airbnb. Donc à un moment, j'en faisais beaucoup. Là, aujourd'hui, il faut vraiment se différencier. Et il y a une grosse... c'est comme d'habitude, le marché devient un peu plus mature dans certains endroits, donc il y a une grosse compétition. Et attention, il y a quand même pas mal d'endroits où vos partenaires font faillite aussi. Donc il y a pas mal de conciergeries qui font faillite, donc vous pouvez le retrouver dans des zones, par exemple sur tout ce qui est Bretagne, il y a beaucoup de personnes avec qui je bosse où leurs conciergeries ont simplement arrêté, quoi. Et oui, ouais, non, mais c'est sûr que le marché, il est plus compliqué. Et bon, souvent, le problème des conciergeries, c'est qu'ils veulent aussi grossir, scaler, et parfois, ils ont un peu peut-être du mal aussi à cadrer les équipes, comme on en parlait. Ouais, si tu t'en veux un peu plus, donc conciergerie, première target, 50 lots en gestion. 50 lots en gestion, c'est un plafond de verre pour tout le monde. Donc là, ça représente quand même beaucoup d'éléments. C'est là où on peut revendre sa conciergerie. Et les gens essayent après de franchir ces 50 lots. Et là, ça change totalement, en fait. On n'est plus dans quelque chose qu'on peut tous maîtriser. Là, il faut avoir faut être un vrai boss de boîte. Et là, du coup, c'est très dur pour eux de franchir cette étape-là. Et la plupart se plantent. En fait, ils vont à 50 lots, ils se plantent après. Et attention, en ce moment, il y a quand même beaucoup de réglementations qui ont changé. Imaginez votre business, je trouve ça terrible ce qui est en train d'être fait. Vous êtes sur la zone à côté de Biarritz et du jour au lendemain, on vous explique que vous n'avez plus le droit de louer ou très peu sur du Airbnb. Vous perdez comme à Paris. Vous avez votre conciergerie à Paris, là vous perdez 50% de vos clients. Voilà, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'existe plus, quoi. Ouais, c'est très très dur. La réglementation, c'est vrai qu'elle se durcit. Et justement, par rapport à la colocation, est-ce qu'il y a des éléments, tu vois, réglementaires qui te challengent un petit peu sur la colocation? Parce que je sais qu'il y a typiquement le plafonnement des loyers à certains endroits, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent complexifier finalement cette mise en location en coloc? Il y a plein d'éléments sur la colocation qui peuvent complexifier ça. Premier élément, quand vous voulez faire une coloc, il faut regarder le PLU, le plan local d'urbanisme. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fonction de là où vous en êtes, il faut comprendre que les villes n'ont pas la même maturité. Par exemple, aujourd'hui, vous avez un appartement à Paris, que vous ayez une personne ou 5 dedans, ça change strictement rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout à côté. Il y a la police, tout a été structuré pour. Et encore, attention, les écoles, ça change. On a eu 20 ou 30% de fermeture d'écoles à Paris. Quand vous êtes dans des villes qui sont pas très loin de Paris, la problématique, c'est que lorsque vous allez passer en colocation, les mairies vont le voir de façon différente. À Paris, colocation, très évident. Vous allez par exemple à Goussainville. Goussainville, c'est pas très loin de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Donc vous avez les avions qui décollent. Tout ça, moi j'aime bien Goussainville. En ambiance, ça ressemble un peu à un Aubervilliers de la campagne. Je vais me faire tirer dessus. Aubervilliers, ça peut être, alors ça évolue, là ça se gentrifie, mais ça peut être un peu la zone, ça peut être un peu agressif. Ça marche très très bien en colocation, by the way. Quasiment 100% de remplissage. Là, vous avez des enjeux où, en fait, les mairies vont considérer que lorsque vous mettez une chambre, et ça peut dépendre de peu d'éléments ou simplement de mettre une chambre supplémentaire, ils peuvent se dire, mais en fait, vous êtes en train de faire une fausse division. Et en tant que fausse division, il faut une place de parking. Et là, vous vous retrouvez dans des mairies
très souvent de gauche, faut être direct, hein, gauche ou communiste, qui vont vous dire ah ben non, ça vous avez pas le droit parce que vous créez un logement supplémentaire, il faut une place de parking, puis nous on n'est pas équipés pour, etc., etc. Ça respecte pas notre plan local d'urbanisme. On revient dessus sur le plan local d'urbanisme. En fait, la ville a envie de tout planifier. C'est eux qui sont dans la merde s'il n'y a pas assez de ressources. Donc, ils ont envie d'avoir les bonnes alimentations d'eau, les bonnes alimentations d'électricité, ainsi que les services. Et vous les embêtez quand vous faites une transition, finalement, d'un local, mais qui est nécessaire. C'est-à-dire que nous, quand on fait des colocations, on fait ça pour répondre à des besoins. Pour faire simple, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de thunes. La vie, c'est très dur pour tout le monde. Et entre payer un studio qui va être à 500, voire 600 euros, plus 100 ou 200 euros d'électricité pour chauffer, ainsi que assurance, etc., autant prendre une chambre à 500 balles. Et nous, on fait cette transition-là qui est nécessaire. Donc, elle est nécessaire. Elle aura lieu quoi qu'il arrive, dans beaucoup de zones. Attention quand même aux zones où la tension n'est pas là. Il y a des zones où, par exemple, Le Havre, attention, Roubaix, ça a été très bien un moment, maintenant ça marche beaucoup moins bien. Attention aux zones où vous allez. Donc en tout cas, vous avez les respects d'un point de vue travaux, pensez bien aux 9 mètres carrés, il faut forcément une fenêtre par chambre. Si vous avez une pièce aveugle, allez plutôt faire du Airbnb si vous voulez, vous avez le droit de le faire. Attention aux normes énergétiques, donc ça c'est la même chose. Attention au PLU de la mairie. Attention aux règles du syndic, en fonction de ce qui est écrit, est-ce que vous avez le droit de louer à la chambre ou pas. Globalement, la feinte par rapport à ça, c'est que vous allez faire un bail commun pour tout le monde, ou sinon... En réalité, s'il n'y a pas de problème dans votre coloc, mais ça vous pouvez pas le savoir, ça dépendra de votre tension locative et des gens que vous allez sélectionner. Personne ne vous fera chier si vous faites une coloc. Il y a juste un élément à faire attention sur les copropriétés, c'est lorsque vous mettez une colocation, ça dépend du nombre de personnes que vous mettez, mais globalement, quand vous avez des charges communes, si l'eau chaude est en charge commune, ce qui arrive assez souvent dans des immeubles, si vous mettez plus de personnes que l'appartement est censé contenir, en fait, vous allez coûter quasiment 20 euros par mois à votre... parce que ça coûte à peu près 20 euros de chauffer l'eau, etc., par mois, par personne, à votre copro. Donc là, effectivement, ils sont pas contents. Mais si tout se passe bien, donc si vous avez des bons locataires, on ne viendra pas vous embêter. Et vous aurez moins de problèmes que, par exemple, sur les travaux, ou si vous voulez vérifier que tout se passe bien dans les travaux, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous assurer de ne pas avoir trop de procès, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que la colocation, c'est un mode, nous, qu'on n'a jamais testé, tu vois. Et c'est vrai que aujourd'hui, finalement, tu as quand même plein de jeunes actifs qui aiment faire de la coloc parce qu'ils n'ont pas forcément envie de vivre seuls, tu vois. Donc, ils aiment bien vivre en coloc avec d'autres jeunes actifs. Tu as les étudiants, enfin, tu as plein de personnes qui sont intéressées aujourd'hui par la coloc. Je trouve qu'il y a une vraie évolution là-dessus. En rentrant dans le hard, il y a toutes les personnes qui divorcent, qui n'ont pas de thunes, qui ont 55 ans. Voilà. En fait, il y a l'aspect, nous, qu'on a connu. Moi, je voulais être en coloc. Oui, partager mon coloc en école d'ingé. Je voulais un salon avec un de mes meilleurs potes pour être ensemble. La réalité aujourd'hui du terrain, c'est pas que pour les étudiants, la coloc. Donc, il y a plein d'endroits de vous embêtez pas à être à côté d'une école pour faire une coloc. C'était les premières règles quand vous avez des colocs, c'était quoi? Il fallait vraiment être à côté 5 minutes. Alors, ça dépend de ce que vous faites, mais 2 minutes, 5 minutes d'un métro. Et à côté de CHU, d'hôpitaux, où il y a des infirmières ou des personnes qui vont venir faire leurs études, etc. Ou d'université. Aujourd'hui, la coloc, et je pense, malheureusement, parce que nous, on l'a connu, je pense qu'on a connu quelque chose de luxe. Et en fait, ce qu'on a connu, ça devient très luxueux. Aujourd'hui, vous habitez à Paris, quasiment personne peut être seul à Paris, dans un appart. Donc, si vous voulez un truc pas trop cher et quand même avoir de quoi voyager un peu ou avoir vos activités à côté, coloc. Vous êtes là aujourd'hui en 2035, donc dans presque 10 ans, 55% des femmes seront sans enfants et célibataires. Point. Ça veut dire que chez les mecs, ça va être pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut des logements pour ces personnes. Il va y avoir le taux de divorce, 55% aujourd'hui en France, ça va évoluer. En fait, l'immobilier suit en fait une tendance. Alors, et le problème, c'est que ça suit une tendance d'évolution des mœurs. Sauf que là, aujourd'hui, c'est très clair, quand on se regarde entre nous, il y en a de plus en plus qui n'auront pas d'enfants, il faut des logements, et on n'a pas assez de logements pour être un seul par logement. L'argent, ça coûte excessivement cher, le chauffage coûte excessivement cher, donc tout ça pousse vers de l'habitat partagé, qui n'est pas les grandes tours qu'on a connues à un moment, c'est des colocations dans les grandes tours qu'on a connues à un moment. Et il y a ce besoin, c'est une réalité du marché. Et peu importe le constat est là, on aimerait bien se dire oui, on aimerait bien que tout le monde ait plus d'argent, que tout le monde aurait un bel appart, etc. Sauf que non, ça ne marche pas, factuellement. Il y a quelques positionnements politiques à Paris, par exemple, qui veulent créer je ne sais pas combien de logements sociaux. Ça a de l'intérêt aussi.
Parce qu'aujourd'hui, si une des premières raisons pour lesquelles on fait plus d'enfants, c'est simplement parce que le logement est trop cher et grosso modo la vie est trop chère, donc on fait plus d'enfants parce que c'est trop compliqué aujourd'hui. Et après, on passe sur les autres questions de est-ce qu'il y a réellement un avenir intéressant. Mais sachant tout ça, les colocations, ça évolue beaucoup et plus on va avancer, même chez les personnes âgées, il y aura des colocations et pour moi, ça va exploser. Ouais, mais ça c'est vrai parce que j'ai interviewé récemment sur le podcast Basile UV qui fait des co-living intergénérationnels, justement où il mixe, tu vois, il y a des colocataires de 18 ans et des colocataires de 70 ans. Donc tu mixes vraiment les générations à l'intérieur. Et c'est vrai que voilà, c'est des concepts, je trouve, qui sont assez intéressants aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais pas forcément, tu vois, cette vision de l'évolution de l'immobilier par rapport finalement à l'évolution voilà, de la vie, de l'économie, etc. Je trouve que le parallèle est hyper intéressant. Et bon, c'est vrai qu'on est quand même sur un podcast travaux. À la base, on parle beaucoup rénovation sur Story Travaux. Justement, au niveau de ces colocations, quand toi, tu repères des projets, comment est-ce que tu arrives à identifier le potentiel d'un appartement pour une coloc? Est-ce que peu importe finalement la disposition de l'appart, ce qui compte, c'est plus l'emplacement et la surface? Ou est-ce qu'il y a quand même des éléments que tu regardes quand tu visites les apparts, je sais pas, positionnement des sanitaires, ce genre de choses? Ouais, sur je ne regarde alors quand je regarde des investissements, déjà le premier truc que je vais regarder, c'est j'ai un ratio loyer sur prix au mètre carré. Une fois que j'ai ça, en fait, le gros nerf de la guerre, c'est comme quand vous avez un produit, c'est est-ce que quelqu'un va vous acheter votre produit? Si personne vous achète votre produit, c'est foutu. Donc déjà, moi, je me dis, est-ce que j'ai de la tension locative? Est-ce que j'ai des gens qui sont OK de me louer une chambre ou pas? Il y a des endroits où il y a des studios qui sont à 350 € le studio et il y a peut-être pas assez de gens qui sont OK de louer des chambres. Question prix et question aussi vie de façon générale. Donc là, je me dis, OK, il y a personne qui va acheter. Donc si personne m'achète, moi, c'est un produit, une chambre. Donc personne me l'achète, comme en hôtellerie. Si personne m'achète mon produit, je le fais pas. Premier élément, c'est ça. Donc je regarde où j'ai de la tension locative. Deuxième élément, je vais regarder les zones où c'est intéressant au prix au mètre carré pour que je puisse faire l'acquisition. Donc là, tout de suite, ça me fait une grosse sélection. Colocation, faut compter maximum 3 000 € au mètre carré, normalement, projet tout compris. Donc, on incorpore les travaux et on incorpore les frais de notaire, frais d'agence, etc. Il faut être dans les 3 000 €. Donc, tout de suite, alors, si vous arrivez à louer des chambres entre 500 et 700 € la chambre. Dans les grandes villes, donc Lyon, Nantes un peu moins, mais Lyon, Paris, Lille un peu moins, Marseille, Nice, on va être dans ces 500 jusqu'à 700 € la chambre. Donc là, vous savez déjà qu'il faut avoir un truc tout compris à 3 000 € du mètre carré. Ça vous enlève souvent les beaux quartiers, etc. Vous ne pouvez pas. Une fois que vous avez ça, là, j'ai mes 3 000 € tout compris. J'ai un nombre de chambres qui est nécessaire pour faire mon chiffre d'affaires. Donc là, je vais regarder les biens. Il faut que je sois, d'un point de vue travaux, capable d'avoir assez de chambres pour soutenir mon loyer, qui va me permettre de soutenir mon coût d'acquisition et mes travaux. Donc je pars de ça. 80 mètres carrés, 4 chambres avec un salon. 80 mètres carrés, 5 chambres sans salon. 80 mètres carrés, 6 chambres sans salon. On peut aller jusque-là. Et après, on rentre dans l'usage des personnes. Donc, l'usage des personnes, pour moi, en gros, les ratios que je me donne, sur 80 mètres carrés, on peut avoir une douche et 2 WC. Ça vous fait quelque chose, vous n'aurez pas beaucoup de turnover. Ça fonctionnera. Si vous avez, pour 4 chambres, si vous avez 5 chambres, ça fonctionne encore, mais normalement, là, on passe à 2 douches, 2 WC. 6 chambres, 2 douches, 2 WC. En gros, il faut compter une douche pour 3 personnes. Et après, il faut démultiplier ça. D'un point de vue travaux, après, il faut comprendre comment ça marche. Donc, comment marchent les WC, comment marchent les douches. La problématique des douches, c'est assez simple. Pour une alimentation d'eau, là, il n'y a aucun problème. L'alimentation d'eau, vous pouvez l'emmener où vous voulez. La grosse problématique, c'est l'évacuation d'eau. En douche, on reste sur des diamètres qui sont assez simples et on peut éloigner un peu les douches dans l'appartement. Une des techniques que vous pouvez réaliser, si vous voulez, c'est rehausser tout l'appartement. En fait, si vous voulez mettre une douche, il vous faut 1 mètre de dénivelé. Alors ça se fait assez. Finalement, en fait, vous allez rehausser de 10 à 15 cm tout l'appart. Donc, vous allez faire un faux sol, 15 cm au-dessus. Et ça vous permet... En fait, là, vous avez les moyens de le faire parce que vous allez générer assez de rentabilité pour pouvoir faire ça. Et ça vous permet peut-être de faire une douche par chambre. Et ça vous permet de tirer, en fait, les canalisations d'évacuation pour que ça fonctionne. Le gros problème que vous allez avoir, c'est les WC. Les WC, 10 cm de diamètre. Et alors là, bonne chance. Alors, je ne sais pas si vous voyez 10 cm de diamètre, mais si vous voulez faire passer ça dans un faux plancher et en plus faire du dénivelé, donc on est, je crois que c'est 10 cm par mètre.
Donc 10 cm par mètre avec un tuyau qui fait 10 cm. En fait, vous passez pas. Non, c'est pas possible. Vous passez pas. Donc vous passez pas. Donc le vrai nerf de la guerre, c'est le gros point bloquant que moi j'ai dans les travaux des colocs, ça va être les WC. Est-ce que je peux les dédoubler? Est-ce que je peux le faire? Parce que de temps en temps, votre caisson de WC, donc ça dépend des immeubles, etc., mais votre caisson de WC, il est coincé. Donc ça marche pas. Donc vraiment, les WC, c'est le problème. Il y a très peu d'immeubles où finalement, il y a 2 alimentations. Même dans les grands apparts, il y a très peu d'immeubles où il y a 2 grosses évacuations de WC. Souvent, il n'y en a qu'une. Et ça, c'est le gros problème. Et après, dans les travaux, il faut absolument pas lésiner. C'est marrant d'en parler un petit peu. Isolation phonique. En fait, pensez au turnover que vous risquez d'avoir. Donc, isolation phonique, ne négligez pas ça. Donc, ça vous fera des cloisons un peu plus grandes. Attention, quand vous multipliez les chambres, la taille de la cloison, à un moment, peut devenir un problème. Les fenêtres, une des astuces que vous pouvez faire sur les fenêtres, vous avez tout à fait le droit de changer des fenêtres. Donc, de temps en temps, moi, je coupe des fenêtres en 2. Je vais avoir une fenêtre dans un grand salon, une très grande fenêtre, et je vais changer les cadres fenêtres pour en fait faire 2 fenêtres qui s'ouvrent des 2 côtés et mettre une cloison au milieu. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est une très bonne astuce. Donc, vous avez ça. Et après, il faut faire des choses jolies et penser à l'usage. En fait, il faut plus faire d'artisanal à ce niveau-là. Il faut vraiment penser à que ce soit vos meubles ou que ce soit la disposition de vos chambres. Il faut faire des choses qui ne cassent pas, alors qu'ils soient jolis, papier peint, qui ne cassent pas dans vos meubles, avec peu de choses qui peuvent être dégradées. Est-ce que vos locataires, quoi qu'il arrive, vont dégrader les logements que vous avez? Donc, par exemple, moi, je ne mets plus de lit où il y a des caissons en bois en dessous. J'ai juste armature bois. Et après, les personnes vont mettre des bacs Ikea et ils vont le faire eux-mêmes. Au début, moi, je pense que je suis un peu comme toi. Je dis, bon, je vais faire des trucs jolis. C'est pratique, ça. Faut que je mette ça. Pour les chaussures, moi, j'ai ça chez moi. C'est pratique. Sauf que, globalement, moi, je suis hyper responsable de toutes mes affaires. De tout ce que j'ai chez moi, ce qui me tue quand je loue mon appart sur Airbnb, mais les gens, c'est pas ça. Les gens, vous ne savez pas, donc mettez vraiment des choses qui vont pas casser, qui sont pas chères, qui sont quand même beaux et qui vont tenir dans le temps. Même aujourd'hui, petit tips, je ne mettrai même plus de table de chevet. Je mettrai sur les murs des petits, comme des étagères, ouais, avec une lampe dessus, avec une prise. Il faut bien penser les prises. Donc pensez au minimum 2 prises par chambre, voire 4, et ne négligez pas l'alimentation électrique. C'est une des premières causes d'incendie. Et quand vous faites ça, n'oubliez pas que quand quelqu'un branche son ordi 400 watts pour jouer aux jeux vidéo, ça fait chauffer les câbles, quoi. Donc si vous n'avez pas une bonne installée électrique, ça peut être compliqué. Ouais, donc il y a pas mal de choses à penser sur la coloc. Clairement, c'est un aménagement assez particulier. Et là, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de salon en plus, tu maximises vraiment la rentabilité. Le fait de pas mettre de salon, c'est plus pour maximiser la rentabilité ou c'est pour éviter que les colocs se réunissent dans le salon et puissent faire des soirées, des choses comme ça, ou c'est pas forcément lié? Il y a un peu des deux. Déjà aujourd'hui, en fait, il faut qu'il y ait une utilité. Moi, je pense utilité à tout ce que je fais. Donc, si je fais un salon, quelle est l'utilité de ce salon? Est-ce qu'il va être valorisé par le bien? Là, par exemple, à Aubervilliers, j'ai un 80 mètres carrés, j'ai un grand salon et je louais à des filles. Alors moi, j'ai beaucoup de collègues que de filles. Alors c'est marrant parce que quand je mets mes annonces, de temps en temps je me fais, les mecs m'envoient un message, ouais mais vous cherchez des filles, comment c'est possible et tout. Ils pensent que je suis un pointeur qui va appeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Ils mettent pour récupérer le numéro des filles, après pour les draguer. Ouais, d'accord. Bah tu vois, j'apprends des trucs avant de le faire, tu vois. Et dans cet appartement-là, aujourd'hui je loue les chambres 600 €, j'en ai 4. Et en fait, je me rends compte que je pourrais très bien, alors peut-être pas avec la même qualité de personne à qui je vais louer. Moi, j'aime bien créer mes colocs. Ça, c'est mes premières, mais aujourd'hui, je le ferai plus comme ça. Je mixe, en fait. Je fais souvent visiter toutes les personnes en même temps. Il y a une fille qui bosse à l'opéra, il y en a une autre qui vient du Pérou. Et en fait, je crée moi-même l'histoire d'une coloc un peu à l'espagnol, etc., l'auberge espagnole. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que je vais arrêter un peu. Je vais passer en pur rendement parce que tu vois, avant, j'étais vraiment attaché à ça. Donc, le vrai nerf de la guerre, c'est de regarder sur le marché quels sont les produits qui sont disponibles et de vérifier si le salon est vraiment nécessaire. Il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas passer du temps dans le salon. Et effectivement, d'avoir un salon, et plus vous avez des espaces partagés, plus vous avez de problèmes. Demain, quelqu'un, truc très simple, tout le monde fait ça, je sais pas pourquoi, ils chauffent des pâtes, ils prennent leur casserole, ils vont dans le salon, ils posent la casserole sans dessous et ils brûlent la table. Qui l'a cassé? Ouais. Faut trouver le responsable. Faut trouver le responsable et sinon ça devient injuste, mais vous facturez tout le monde et vous expliquez dès le début, faut être très clair dès le début avec les gens. S'il y a un problème commun, c'est tout le monde qui paye. Ou sinon la personne se dénonce. Et si la personne se dénonce pas, voilà. Et effectivement, après il y a cet enjeu de, il y a plusieurs enjeux dans les colocs, ça dépend de qui vous avez, mais il y a l'enjeu de
des fêtes dans le salon et l'enjeu du squat en fait. Où tiens, j'ai un pote, je vais le dépanner pendant une semaine, il va venir. Et puis en fait, le mec il reste un mois. J'ai vu ça une fois dans une coloc. Le mec restait là. Ce même gars s'était abonné. J'avais laissé une box. Il s'était abonné. J'avais une box SFR. Et j'avais regardé mes factures et je payais 200 balles par mois de factures de box parce que le mec s'est abonné à des trucs porno dans le salon. Oh non. Et là, j'étais là, mais déjà, qui s'abonne à des trucs porno sur une box? Et après, je me suis dit, ah ouais, franchement. Et c'est le mec qui squattait en plus. Il était pas censé rester longtemps, etc. Donc, faut vraiment faire attention à ça et comment finalement on rédige les règles de bonne entente dans la coloc, comment on cadre les choses. Et donc, tu disais, bon, c'est vrai que coloc, forcément, tu as des travaux à réaliser, redistribution de cloisons, etc. Tu faisais 400 000 euros de travaux à un moment donné par an, donc j'imagine que ça incluait aussi peut-être les immeubles, etc. Mais par rapport à toute cette expérience rénovation, c'est quoi un peu tes 2-3 meilleures astuces pour un chantier qui est bien cadré et qui est réussi? Ouais. Alors déjà, faut savoir ce que vous voulez. Ça paraît bizarre, mais en fait, personne ne sait ce qu'il veut. En travaux, on est là, ouais, mais attends, je veux un truc un peu joli, vous comprenez, un peu comme ça. Sauf qu'en fait, les personnes ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme, alors si vous êtes entraîné à bosser un peu dans l'informatique, vous savez qu'il faut tout détailler. Donc, détaillez tout ce que vous voulez et passez-y du temps. Moins vous passez de temps au début sur exactement ce que vous voulez. En fait, si vous savez pas ce que vous voulez, personne pourra vous proposer ce que vous voulez et surtout, vous allez jamais vous poser les bonnes questions. Donc, si vous prenez un artisan demain, vous dites, OK, rénovez-moi ça, et le mec va vous dire un peu de blanc là, un peu de machin, oui. Non. En fait, vous allez directement foncer droit dans le mur. Ça, c'est le premier truc parce que le gars ne sait pas ce que vous voulez. Donc, déjà, vous prenez un appartement, que ce soit un immeuble ou que ce soit une coloc, etc. Vous détaillez exactement ce que vous voulez. Vous allez voir des inspirations, vous vous posez des questions, vous regardez le carrelage que vous voulez, vous regardez le carrelage sur les murs, vous regardez la peinture, vous allez jusqu'au bout. Ne vous dites pas, oui, machin, ça va être fait. Même si vous prenez des archers intérieurs, sachez que le mec, encore une fois, il n'est pas honneur de votre projet, il va le planter. Donc, il faut que vous soyez présent. Regardez exactement ce que vous voulez sur chacune des parties et ne laissez pas de zone de doute. Si à un moment vous dites, ouais, ça va passer, ça ne passe jamais. Ça va passer, mesurez. Vous mesurez. Si vous dites, OK, je vais créer une chambre là, mesurez. Est-ce que vous avez bien les 9 mètres carrés? Où vous mettez la porte? Elle s'ouvre comment? Posez-vous toutes ces questions-là. Si vous le faites pas, personne ne fera à votre place. Si vous n'avez pas exactement votre cahier des charges de ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir confronter les artisans. Erreur classique. Alors déjà, c'est très bien. Prenez toujours 3 artisans, vous les contactez, vous les faites venir. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Donc, il y a un mec qui va vous faire un devis à 80, l'autre à 40 et l'autre à 25. Vous dire, oh, dis donc, il y a un énorme écart. Sauf que les mecs, en plus, vous leur avez pas dit ce que vous voulez concrètement et en plus, vous ne leur avez pas demandé assez d'explications dans leur devis. Donc, en fait, vous êtes incapable de comprendre ce qui va pas. Donc, déjà, savez ce que vous voulez et dans un deuxième temps, vous demandez la séparation du coût de la main-d'œuvre, du coût des matériaux. Et c'est là où vous allez rendre compte que si vous faites pas ça, vous allez vous douiller. Pourquoi? Parce que par exemple, le gars qui vous fait un devis où les WC sont à 50 euros, non, vous voulez peut-être des WC suspendus, 250 euros. La personne n'a pas prévu de mettre du carrelage dans toute la salle de bain. Non, vous voulez le carrelage dans toute la salle de bain. Donc, vous avez un effet x2. Et c'est de là d'où viennent les fameux 10% des travaux supplémentaires. C'est qu'en fait, au début, vous savez pas ce que vous voulez, vous n'avez pas les coûts des matériaux, vous savez pas les coûts de la main-d'œuvre, donc vous pouvez pas comparer. Ça va réellement, en plus, si vous ne montrez pas que vous êtes en maîtrise de votre chantier, les artisans, à un moment, ils vont se dire, ah tiens, il est mignon, lui, je vais lui mettre ça, et puis à la fin, on verra, ça va passer. Non, il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est le premier truc. Les 3 artisans, c'est très bien. Si vous avez le temps, appelez des chantiers qui ont déjà été réalisés par les artisans. Et après, surtout, restez sur place une fois par semaine, quoi qu'il arrive sur votre chantier. Il faut faire un état des lieux de chantier. Donc, une réunion une fois par semaine. Et au début, les 2 premières semaines, passez un peu à l'improviste, mais le matin. Et faites ça au moins tous les 2 jours. Et attention, en début de chantier, les gens adorent parce que c'est un moment où on pète tout. Donc, quand on pète tout, ça va très vite. C'est sympa. Mais par contre, le plus dur, c'est comment on fait derrière. Et surtout, pas trop d'acompte. Soyez réactifs sur les virements, mais pas trop d'acompte. Ne donnez jamais trop d'argent à quelqu'un, quel que soit le business. Si vous donnez, une fois que vous avez payé quelqu'un, l'argent est acquis. Et du coup, la personne va se dire, attends, mais moi, je veux plus. Donc, ne jamais trop verser d'argent à quelqu'un. Ouais, ça, c'est clairement une des erreurs, tu vois, qu'on a commises sur un des immeubles avec le fameux entrepreneur qui nous a fait les arrêts de chantier, etc. 50% d'acompte.
mais parce qu'on avait confiance en lui, tu vois. Il nous a dit oui, c'est pour commander les matériaux et tout ça. Et puis derrière, arrêt de chantier sur arrêt de chantier, ça a été un enfer. Donc ça, c'est clair. Faites attention aux acomptes que vous versez. Et par rapport à tout ce que tu disais, le fait effectivement de choisir soi-même ses matériaux, ses références, de vraiment driver les artisans, c'est hyper important en fait pour maîtriser ses coûts, parce que sinon, effectivement, l'artisan, lui, il va pas trop se poser de questions en fait. Il va choisir pour nous et puis potentiellement, il va partir sur des matériaux hyper chers. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des surcoûts un peu dans tous les sens. Et par rapport du coup à toutes ces réalisations que tu as faites, j'imagine qu'il y a bien une bonne galère travaux qui t'a particulièrement marqué. Bon, t'en as sûrement pas mal. T'as pas mal d'anecdotes, je pense. Mais est-ce que tu voudrais nous en partager une aujourd'hui? Alors, j'en ai pas mal. Une que je pourrais partager, ça a été je pense, mon premier immeuble à Troyes. En fait, c'est un immeuble et on ne voit pas que c'est finalement un immeuble ou une maison en colombage. Et je m'étais pas rendu compte parce que l'immeuble c'est assez joli, etc. Mais finalement, que c'était une qualité, il y avait plein de poutres qui étaient pourries. Dans les placards, en fait, il y avait des trous qui allaient. J'avais pas regardé l'intérieur des placards et ça passait du deuxième au premier. Wow. Et pas mal de problématiques où en fait le budget qui était prévu pour simplement changer les murs et remettre des placos, c'est venu on change les murs, on remet un coup de poutre et on met l'isolant et après on remet du placo. Ça a carrément dû changer le projet en tant que tel, parce qu'il y a une salle de bain qu'on devait faire qui rentrait plus. Il y avait d'autres enjeux, donc il y a eu ça m'a vraiment marqué. Ça m'a peut-être fait un x2, je pense, sur le montant des travaux par rapport à ce que j'avais prévu. Ah ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Alors, on est sur des montants, je crois que j'avais prévu 20 000 euros, ça m'a coûté 40 000 euros. Donc, il y a eu ça, sachant que j'avais déjà fait d'autres chantiers avant. Donc, c'était pas, c'était du vrai 20 000 euros que j'avais pas vu, tu vois. C'était pas genre quelque chose comme ça. Après, sur les travaux, ce que j'ai eu comme problématique, j'ai eu, un gars qui a fait faillite. En fait, ce qui s'est passé, c'est dans le Nord, j'ai un bout d'un château, un quart d'un château, où j'ai 27 logements dedans, et j'avais pris l'artisan du coin qui était assez costaud. Et c'était un chantier que je faisais en même temps, que j'avais écrit 3 sauts de boîte en même temps, je gérais pas bien et tout. Et à un moment, je me suis quand même déplacé. J'avais une personne qui bossait pour moi, mais qui travaillait à Montpellier, donc il devait remonter dans le Nord pour aller vérifier le chantier. Elle me disait oui, ça va, le truc se gère bien. J'avais quand même compris qu'elle aimait bien le mec qui faisait les chantiers. Je me suis dit, attends, en fait, moi je sens, alors j'ai un sixième sens et je pense que quand on a des business, il faut le développer, mais quand on me douille ou qu'il y a un truc qui va pas, je le sens, quoi. Après, il faut apprendre à accepter aussi. Ouais. Voilà. Et je prends ma bagnole, je vais dans le château, et là, j'emmène ma mère avec moi. Heureusement qu'elle est là. Et là, on est sur le chantier, et je vais dans des petites maisons aussi à retaper. Et là, je regarde et je me dis, alors regardez toujours, si possible, quand vous faites l'inspection de chantier, regardez toujours avec de la lumière et mettez beaucoup de lumière. Et regardez avec des angles bizarres, surtout pour les peintures. C'est là que vous allez voir beaucoup de problèmes. Et les problèmes que vous allez voir sur les murs, ça peut être soit une problématique de peinture, soit une problématique structurelle, soit une problématique d'infiltration. Il y a plein de choses. Et là, je regarde et dans une maison, je me dis, tiens, c'est marrant, la peinture, elle a un peu une couleur un peu verte. Verte, ah oui. Un peu verte. C'est blanc, mais c'est un peu vert. Et en fait, le gars, il avait fait peut-être une couche de peinture sur du placo. Et du coup, ça donnait ces petits trucs verts. Et on voyait pas bien. Et je voyais qu'il voulait que je passe vite. Et j'étais là, ok. Et en fait, le mec, au lieu de faire 3 couches de peinture, il avait plus de thunes, le gars. Donc, il essayait d'économiser sur tout, etc. Puis, il me redemandait des acomptes et tout. Et je disais, non, on fait pas et tout. Et le gars fait faillite. Et j'ai perdu de l'argent dessus. Je dois encore avoir un appart que je dois retaper dedans. Donc, ça, attention. Essayez pas d'aider les gens. Quand vous avez des gens qui sont vraiment dans les travaux et qui vont pas, vous n'êtes pas là pour toute la misère du monde, hein. Donc, si vous avez... et il y a là j'ai des personnes dans mon programme de coaching, j'ai une juge et j'ai une cardiologue. Et en fait, il y a un truc, j'ai beaucoup de femmes en ce moment, je sais pas pourquoi. Et d'habitude, c'est plus des mecs. Et là, en fait, en discutant avec elles, il y a quand même des grosses problématiques d'addiction en France aujourd'hui. Et moins il y a d'argent, plus il y a de l'addiction. Un des gros trucs d'addiction, c'est l'alcool. Quand vous voyez des gens qui commencent à sombrer un peu dans l'alcool, attention à vous, faites vraiment gaffe à vous, parce que elles vont essayer de vous prendre de l'argent. Enfin, quand quelqu'un sombre, elle essaie de rattacher à tout ce qu'elle peut. Et elle va vous voir, vous, tout mignon, qui vient de je sais pas où, qui fait son projet, bien établi et tout. On va essayer de vous pomper de l'argent. Donc, protégez-vous vraiment de ces gens-là.
et faites gaffe à ceux qui sombrent, quoi. Non, mais ça, c'est clairement important de l'avoir en tête parce que nous, tu vois, c'était pareil. En fait, ce fameux entrepreneur qui nous l'a un petit peu mis à l'envers, en fait, il essaie de te prendre par les sentiments. Il te dit: «Oui, mais je pensais qu'on était amis et cetera, moi, j'ai des galères». Je me souviens, en fait, il me demandait, des acomptes complémentaires, comme ce que tu disais. Il me disait aussi: «Bah oui, mais les prix des matériaux ont augmenté, est-ce que tu pourrais pas me payer davantage sur tel ou tel poste de travail?» alors qu'il avait déjà 6 mois de retard, tu vois? Que des trucs comme ça et en parallèle, il me racontait qu'il était en train d'acheter un riad à Marrakech, de faire les travaux avec son entreprise pour, des projets d'immeubles qu'il venait d'acheter, et donc c'est vrai qu'il faut faire attention, à qui on s'adresse. Il faut, je pense, garder des limites, professionnelles aussi et pas tomber dans le panneau. Parce que parfois, c'est vrai qu'on a envie d'aider, tu vois? On se dit, oui, on compatit en fait, on a de la compassion, mais il faut se méfier aussi, de qui on a en face. Oui, puis c'est encore une fois comme dans un couple, hein, vous êtes avec quelqu'un, si vous c'est important la fidélité et que la personne en face de vous elle vous trompe, bah il y a aucune raison que ça recommence pas, hein. Donc dans un chantier c'est pareil, si une personne elle est en retard et qu'il n'y a pas un plan concret et surtout que vous ne voyez pas les éléments changer et que vous les gardez pas dans le temps, en fait ça doit vous alerter. Et la seule façon qu'on a de vérifier si les personnes vont réussir, c'est déjà est-ce qu'elles ont déjà réussi par le passé plusieurs fois. Et attention, on a tous des moments durs dans la vie. Lui, par exemple, il s'est séparé de sa femme. Je pense que c'était une cata pour lui. Il gagnait très bien sa vie avant. Et là, je sais pas où il en est. Mais vous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut garder dans le temps. Ne vous mettez pas à risque. Par exemple, il y a des intermédiaires pour ceux qui font un peu de trading, etc. À un moment, j'avais un véhicule dans les cryptos et on devait convertir des grosses sommes d'argent en crypto. Et même si c'est des grosses institutions, à un moment, c'est un peu bizarre, hein. On envoie sur un compte 50 000 balles et on espère avoir 50 000 euros de crypto. Sauf que nous, on commençait, on savait pas trop, même si c'était des gars en Suisse et tout, on sait jamais, hein. Faut jamais faire confiance aux gars, hein. Du coup, nous, on commence avec 1000 balles, ça marche, 50 000, ça marche, 300 000, ça marche. On commence à faire ça, mais ne montez pas plus élevé qu'une certaine somme. Packagez toujours vos sommes et assurez-vous à chaque fois d'avoir des résultats. La confiance, ça se regagne à chaque instant. Et c'est pas parce que quelqu'un est super bien, c'est le prêtre de l'église qui est fantastique, que le gars, en fait, il vous cache pas toute une histoire derrière qui est hyper obscure. Donc faites attention, surtout quand c'est de l'argent, et surtout avec le contexte actuel, qui est pas un contexte florissant. C'est un contexte où les gens galèrent de plus en plus, et dans ce contexte-là, il y a plus. En fait, quand une personne est en mode survie, il n'y a pas de limite. Et ça, faut l'avoir connu, que ce soit des associés, hein, que ce soit dans un couple des associés ou dans le travaux, etc. Si une personne est en mode survie, elle va justifier de vous tirer une balle dans la tête. Sincèrement, en fait, on a tous nos valeurs, etc. C'est un peu extrême ce que je dis, mais la nécessité enclenche des actions chez des gens qui sont, vous allez y passer, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont capables de te retourner le discours. Limite, tu sais, parfois, tu te dis, finalement, c'est peut-être moi qui suis en tort ou Oui, puis je suis passée à côté d'un truc. Puis on n'a jamais raison. Enfin, tu sais, sur en fait, ça va tellement vite. Alors, nous, notre problématique, c'est qu'on gagne notre argent en n'ayant pas des process similaires aux grosses boîtes de chantier. Donc, on n'est pas Bouygues. Bouygues, ils vont avoir un ingénieur, ils vont avoir un responsable travaux qui sort de l'ESTP, le mec il fait que ça, il est hyper bien formé, il en a vu je sais pas combien, et ils vont avoir je sais pas combien d'assurances, et ils vont pouvoir gérer leurs risques. Nous, on est seuls. Si on commence à mettre les mêmes processus que Bouygues, mais jamais on fait des travaux rentables. C'est aussi simple que ça, ce sera jamais rentable. C'est trop. Chaque fois qu'on passe tous les jours sur le chantier, qu'on fasse des constats tous les jours, qu'on vérifie le contrat de travail de tout le monde, etc., on n'y arrivera pas. Par contre, il faut réussir à avoir cet esprit un peu entrepreneur, c'est ce qu'on apprend, un peu commerçant. Moi, j'ai la chance, mon grand-père il faisait les marchés, immigré polonais et tout. Ma mère a gardé un peu ce truc-là. Nous, on a ce truc un peu commerçant. On se dit, OK, on fait confiance aux gens. Par contre, attends, l'argent, c'est important, etc. Et surtout, vous faites attention. Quand vous levez vos premières sommes pour faire de l'immobilier, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec des sommes d'argent que vous n'allez jamais avoir de votre vie, en vrai. Vous vous retrouvez du jour au lendemain pour pouvoir faire un projet à 300 000 euros. 1 000 euros sur 300 000 euros, vous dites pas que c'est rien. Vous vous battez sur chacune des sommes. Vous n'êtes pas encore en faculté aujourd'hui de pouvoir vous dire que 300 euros, c'est rien parce que vous avez levé 300 000 euros de dette. C'est pas encore ça. Plus tard, vous serez dans cette façon-là, mais au début, vous vous battez sur chaque euro. Vraiment. Vraiment pour apprendre à le faire et pouvoir voir comment vous allez évoluer. Parce que si on sent que chez vous, 300 euros, c'est pas beaucoup, je vous assure que c'est pas 300 euros que vous allez perdre à la fin. Ça va être 30 000 balles.
Et ces 30 000 balles-là, vous allez les sentir passer. Et même les 300 balles, en fait, pensez, vous, aujourd'hui, si vous perdez 300 balles dans la rue, ce que ça vous fait. Parce que c'est réellement votre argent, même si c'est des gros montants, etc. Ouais, c'est sûr qu'il faut garder cet esprit économe et épargne, surtout quand on a des coups durs. On le sait, en immobilier, ça arrive, les imprévus, les problématiques, voilà, travaux, une infiltration, une fuite, etc. Et donc, c'est important de se dire que chaque euro compte, comme tu le dis, et voilà, de toujours mettre de côté, d'économiser, de pas cramer finalement toute la trésor qu'on accumule. Ça peut justement servir au projet en cas de coup dur. Merci beaucoup Victor pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. J'ai juste une dernière petite question pour toi. C'est quoi ton projet coup de cœur sur tout ce que tu as pu mettre en place en immobilier? Est-ce qu'il y a un projet qui ressort plus qu'un autre? Un projet que j'ai fait moi? Ouais. Bonne question. Mon projet, en fait, il y a un projet. Alors, c'est coup de cœur, mais c'est quand même un projet galère. C'est lorsque j'ai fait ce projet-là, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais heureux de savoir que je l'avais signé parce que ça a été un enfer. C'est mon plus gros invest en fait en termes de montant. Alors coup de cœur, oui et non, mais en fait, faut vraiment se dire que j'ai tellement galéré à le faire. Et c'est tellement un projet que j'ai pensé 4-5 ans à l'avance que quand je l'ai fait, je me rappelle, j'étais dans mon appartement dans le 14e à Paris. J'ai marché toute la nuit tellement j'étais excité. J'étais putain, I'm somebody, tu vois, j'avance dans la vie. Et c'est un immeuble de 650 mètres carrés que j'ai acheté à côté de Paris, que j'ai pu louer à des écoles, etc. Et que là, je vais retransformer sûrement en co-living. Et ce projet, en fait, c'était l'aboutissement de tellement d'années. Et c'était un projet tellement gros pour moi. J'étais là, ok, c'est un game changer de ma vie. J'ai eu vachement d'emmerde dessus. Mais en tout cas, ça, c'était game changer. Et puis, un autre coup de cœur, peut-être en... Ouais, c'est marrant, est-ce que j'ai vraiment des coups de cœur ou un truc, je me dis que c'est vraiment sublime. Aujourd'hui, j'ai rien dans mon parc, quand je le regarde, où je me dis que c'est sublime, tu vois. Je me dis, c'est fantastique. Mon appartement d'aujourd'hui, il est très bien, mais j'ai pas l'effet waouh, tu vois. C'est un peu ce que je recherche là aujourd'hui. J'ai pas un effet waouh quand je rentre chez moi, je me dis, tiens, c'est oufissime, tu vois. Je l'ai pas encore. C'est peut-être la suite alors. La suite, c'est je bosse dessus là. La suite des projets. Ça marche. Bah écoute, merci Victor. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, on peut me retrouver soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. Alors, moi, c'est Victor, Lora. Et sur Instagram, vous rajoutez Fire, F-I-R-E. Vous pouvez me retrouver sur le podcast aussi, La retraite à 40 ans, le podcast. Et sur LinkedIn et Instagram, vous pouvez me retrouver là. Ok, génial. Je mettrai les infos dans la description de l'épisode et en newsletter. Comme ça, on pourra te retrouver facilement. Merci encore et je te dis à très bientôt. Merci Alexa. À très vite.